Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct, en visio ou en présentiel donc sur le pavillon Team France Export sur Vivatech. Pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'avoir ici deux partenaires importants et stratégiques pour la Team France Export et Business France pour la filière retail et fintech. Ce sont l'échangeur et carte bancaire. Alors je vous présente nos intervenantes d'aujourd'hui. Donc c'est Elisabeth Ménon qui est analyste sur les solutions et l'innovation pour les retail pour l'échangeur de BNP Paribas, et Romain Maigle qui est donc à la tête de l'Innovation Lab de carte bancaire CB. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, alors tout le monde vous connaît dans la filière, mais expliquer un petit peu qu'est-ce que l'échangeur et carte bancaire vous faites au quotidien pour Alors, en deux mots, donc l'échangeur est une des marques prospectives de BNP Paribas Personal Finance, donc la branche crédit à la consommation. Et on a pour objectif d'analyser et de décrypter les grandes tendances du monde du commerce pour les restituer à nos clients, qui sont les partenaires de Personal Finance, comme But, Conforama, mais pas que, puisqu'on a aussi des clients comme Leroy Merlin et Cultura. Merci beaucoup Elisabeth. Romain? Et CB, carte bancaire, c'est le moyen de paiement préféré des Français. On en a tous une dans la poche. C'est 13 milliards d'opérations, 600 milliards d'euros. On paye dans les commerces, sur Internet. On la dématérialise dans son téléphone. Donc, je crois que tout le monde connaît. Et puis, le lab d'innovation dont je m'occupe s'occupe principalement des parcours clients innovants. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver de nouvelles façons d'avoir des méthodes de paiement qui s'adaptent, qui sont intégrées dans les parcours paiement des clients, vraiment en magasin. On travaille beaucoup avec les magasins, plus que sur la technologie, on travaille vraiment sur l'adoption de nouveaux services et qui s'adaptent à la vie des gens en fait. Donc c'est là que vous vous retrouvez aussi le parcours client, la vision client. Très bien, donc aujourd'hui on discute avec vous de la stratégie Omniflux des enseignes. C'est un levier, une porte pour l'international. Mais tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce mot Omniflux ? Elisabeth, peut-être. Oui, alors ça peut paraître un petit peu barbare comme terme. En fait, c'est parti d'un constat en disant que, grosso modo, on a un grand dans le commerce qui s'appelle Amazon et qui a imposé depuis quelques années tous ces standards transactionnels. On a eu le one click, on a la livraison en 2 heures, on a les magasins autonomes, on a aussi la voix comme nouvelle interface vocale. Et quelque part, l'objectif des enseignes traditionnelles, c'était de répondre à Amazon en repensant, en tout cas en travaillant et en reprenant la main sur leur mode et leur code relationnel. Alors comment est-ce qu'elles reprennent la main ? Tout simplement parce qu'elles ont des magasins physiques. Et donc on a vu tout un boom du travail des enseignes comme Leroy Merlin ou Ikea qui sont revenus réinvestir des centres-villes, donc être en proximité avec le consommateur. Autre mode relationnel, c'est aussi sur leur site internet d'avoir fait appel à des systèmes de virtualisation 360 de leur espace de vente et donc proposer aussi des UX un peu plus innovantes. Et puis, on a aussi vu une interaction possible entre un site e-commerce et un magasin où moi, en tant que client, je me promène par exemple sur un site d'enseigne, j'ai un souci, je peux interagir, prendre contact avec un vendeur qui est la personne la plus à même à me présenter le produit et à m'expliquer et à voir s'il est en stock, etc. Donc en définitive, si je devais résumer un petit peu l'omniflux, c'est la synthèse d'une efficacité transactionnelle avec une efficacité relationnelle. Et par ce parcours client, il y a peut-être juste un pain point. En tout cas, ça va être la question à Romain de savoir comment le paiement se place dans tout ça. Romain, vas-y. C'est un très bon moment parce qu'effectivement, la stratégie Omniflux aussi, c'est de dire c'est transverse. C'est transverse, c'est-à-dire je paye en magasin, je paye sur Internet, je commence sur Internet, je finis en magasin. Il y a plein de parcours qui sont possibles. Donc, comment on arrive à adresser le client ? Le client, en fait, la situation sanitaire l'a un peu accéléré sur ses envies de tout de suite. C'est contre-intuitif, mais d'un côté, il veut pouvoir réagir et faire cohabiter sa vie personnelle avec sa vie professionnelle parce que de toute façon, les temps sont compliqués, il faut savoir s'adapter. Et donc, les achats, le parcours du client magasin doit s'adapter à ça. Donc, en ce moment, en termes de pain, on a beaucoup de solutions qui visent à rendre transverse tous les services des commerçants, petits ou grands. Donc c'est un très bon moment pour les fournisseurs de solutions parce que les enseignes, elles ont ce souci-là. Comment je rends... Alors nous, chez Carte Bancaire et au Lab en particulier, on pense que le paiement, c'est une commodité. Ça ne doit pas être invisible, mais ça doit être transparent. Ça doit s'intégrer de A à Z.
Et donc, on doit être rassuré, mais ça ne doit pas être freinant. Et pour ça, il y a les commerçants qui doivent remplir plein d'obligations légales, contractuelles, disparition du ticket physique en 2023. Enfin, bref, il y a plein de choses. Et les offreurs de solutions, ils arrivent en disant j'ai travaillé sur ce sujet-là et ça va être scalable, donc tu vas pouvoir vraiment l'utiliser partout. Donc ce côté, j'aide une enseigne à devenir vraiment transverse et à faire du relationnel, parce que quand je commence sur Internet, à la maison, et je finis en magasin pour respecter des jauges, pour finaliser ma transaction avec le conseil du client, je remplis l'objectif du commerçant. Et moi, en tant que fournisseur de solutions, oui, je peux vraiment aider et donc vendre ma solution. C'est clair. Et quels sont, donc, vous pouvez nous donner quelques exemples un peu concrets aussi de ces stratégies, de cette vision un peu pragmatique, un peu plus stratégique des enseignes en France et à l'étranger, aussi en Europe et au-delà aussi, si vous pouvez? Oui, alors quand on parle d'omniflux, donc il y a cette idée de servir quelque part le consommateur, quelle que soit sa demande. Donc pour rebondir un petit peu sur ce que disait Romain autour du parcours client, typiquement la livraison, on est vraiment dans ce cas-là, de se dire que moi en tant que consommateur, je vis plusieurs vies dans une vie, et donc les enseignes doivent fournir la multiplicité des points de contact avec mon consommateur. Donc il y a une enseigne par exemple aux États-Unis qui s'appelle Container Store, qui l'a compris très très tôt et qui proposait déjà de dire voilà, consommateur, vous pouvez commander bien sûr sur le site internet, venir chercher en magasin, vous pouvez aussi commander sur internet, être livré chez vous, vous pouvez être en magasin et laisser vos paquets sur place et venir dans 1 heure les récupérer, aller en magasin, laisser la commande et être livré chez vous 1 heure plus tard. Pourquoi ? Parce que en fait, moi en tant que consommateur, je peux être client le matin à domicile parce qu'il y a la Covid et confiné, mais aussi une autre fois autour de mon lieu de travail et j'ai pas envie de reprendre tous mes paquets à midi lorsque j'ai fait mes courses. Donc c'est vrai que tout l'enjeu, ça va être de trouver le business model. On dit souvent, c'est pas rentable, il y a des problèmes de rentabilité, mais quelque part, du point de vue consommateur, c'est lui donner la possibilité d'interagir avec la marque à n'importe quel moment de son parcours client. Romain, de ton point de vue? Oui, tout à fait. Il y a vraiment, on a plusieurs vies dans une vie, comme disait Elisabeth, et on a vu très pragmatiquement des solutions qui étaient faites, par exemple, pour travailler sur le voice commerce, comme VoxPay ou PayTweak, donc qui travaillaient sur des choses assez techniques comme le mail order, téléphone order, pour innover un petit peu sur le bon vieux catalogue, qui se sont mis à faire du pay by link, donc envoi de liens par SMS, pour pouvoir aider les petits commerçants qui se sont retrouvés à devoir fermer leur boutique du jour au lendemain. Donc il y a ça aussi, il y a le côté commerçant. J'arrête, et là, avec une solution très facile à mettre en place, souvent aidée par leur banque pro, enfin le service pro de leur banque, ils peuvent encaisser facilement, continuer à travailler de chez eux, continuer à fournir. Je sais pas, moi je suis paysagiste, je fais du jardinage, je peux continuer à encaisser mes clients en utilisant une solution qui ne me demande pas forcément d'investir dans un gros site web, de passer par 1 mois de développement. Donc il y a pas mal de solutions aussi qui n'ont pas pivoté, mais qui ont adapté leur offre à un contexte particulier, et c'est vraiment quelque chose qu'on voit en ce moment. De répondre à des besoins concrets. Vous voulez rajouter quelque chose, Elisabeth ? Peut-être après, c'est vrai que si on regarde un petit peu sur les modèles du commerce, on a un modèle de commerce en Chine qui est vraiment dans cet omniflux, puisqu'il allie à la fois l'efficacité du paiement, de la transaction et de l'expérience, puisqu'on est sur un commerce en Chine en tout cas très social, très orienté autour de la communauté, et on parle bien sûr des super apps, donc d'avoir tous les services dans une seule et même application, dans lequel je peux bien sûr commander, me faire livrer, prendre une assurance, commander un taxi, voire même divorcer en un clic. Donc voilà, ça c'est un modèle de commerce qu'on pense malgré tout transposable. On a toujours l'impression que la Chine, ça paraît inaccessible en tant que modèle, et en fait on s'aperçoit que ce modèle des super apps est en train bien sûr d'irriguer toute l'Asie, mais aussi d'irriguer par exemple l'Amérique latine avec une application qui s'appelle Rappi, qui est à la base mexicaine, mais qui est déjà dans 9 pays en Amérique latine. Et la base, c'est d'être livré chez soi de repas, mais maintenant, je peux être livré de mes médicaments, je peux même aussi avoir du retrait et de la livraison de cash. Bon, en Amérique latine, c'est un peu particulier. Avoir des services comme aller promener mon chien, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on a une stratégie mobile avec un seul point d'entrée et une multitude de services pour l'utilisateur. Je crois que tu partages une vision aussi sur les super apps. Oui, alors sur les super apps, je vais prendre le point de vue français. Il y a aussi justement, comme le disait Elisabeth, il y a beaucoup de solutions à l'international. Moi, en Europe, ça commence. Notamment, en France, on connaît, il y a une application qui s'appelle LivePay,
maintenant juste Leaf qui agrège, donc qui permet de payer dans les magasins, avoir de la fidélité, mais qui maintenant agrège aussi les services d'autres solutions. Et ça permet d'avoir une approche portail pour le client. Et ça permet de faire une interface locale, globale. C'est-à-dire que si je me connecte et que je dis je suis à Paris, je vais avoir les services disponibles à Paris. Et peut-être que si je vais plus loin, je vais avoir les services qui ne sont plus disponibles à Paris, mais qui sont localement disponibles. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je vais avoir envie de consommer local, mais je vais passer par le même portail. Donc ça peut être une opportunité aussi de pousser des solutions et de les rendre scalables, parce que je vais passer par le réseau de la super app qui va même réussir à interconnecter les services entre eux. Et là, vous ouvrez alors deux grandes questions. C'est un petit peu. Donc, est-ce que cette Omniflux et les super apps ouvrent à des solutions technologiques des startups qui innovent l'international? C'est une porte pour aller à l'international. Est-ce que c'est un risque? Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, les super apps. Il y aura une super app qui gagnera le monde d'ici 10 ans? Oh non. Les super apps, il n'y aura pas une super app qui remplacera tous les acteurs. C'est là où on voit si on fait de la prospective ou pas. Là, c'est la perspective. Alors, en fait, quand on regarde un petit peu les acteurs, on voit que ce sont des nouveaux acteurs du digital qui vont spécialiser sur un point d'entrée. En général, en ce moment, c'est plutôt la livraison et qui vont donc agréger tout un tas de services, qui vont faire appel ou pas d'ailleurs à des nouvelles startups. Donc, on a une startup avec des multitudes de startups à l'intérieur pour satisfaire le parcours client. Mais on a aussi, il ne faut pas oublier, les enseignes traditionnelles qui ont des points de vente physiques et qui vont travailler aussi, et ça c'est très important, il ne faut pas les oublier, avec des startups pour mesurer l'efficacité opérationnelle. Je parlais tout à l'heure de l'interaction entre un site internet et un vendeur. Typiquement, on est sur Vivatech. C'était une startup qui était présente il y a quelques années, qui s'appelle Yeo, qui proposait déjà cette interaction. Et maintenant, on parle de live streaming. Voilà, des choses qu'on n'aurait jamais entendues, en tout cas en Europe, jusqu'à maintenant. Et puis, sur le relationnel, je dirais que pour les enseignes traditionnelles, c'est peut-être surveiller tout ce qui est digital native vertical brand, puisqu'en fait, elles sont sur les marchés de demain, puisqu'elles sont en aspiration avec les demandes du consommateur de demain. Donc, on pense à Place to Soi, par exemple, qui est aussi sur le salon, qui est spécialisé sur la seconde main. Les enseignes traditionnelles, elles ont pensé le site e-commerce, mais elles n'ont pas pensé que le consommateur pouvait aussi acheter en seconde main. Elles n'ont pas les outils technologiques pour pouvoir développer ce genre de choses. Voilà. Donc je pense que oui, contrairement à ce qu'on dit, on peut avoir des super apps aussi en Europe. Alors est-ce que ça sera par pays? Parce que la difficulté de l'Europe, ou la chance, c'est qu'on est fragmenté. Mais je crois que Romain l'a bien dit tout à l'heure en mêlant le global et le local. On va avoir une sorte de petite guerre, c'est vrai, un peu comme on a eu avec les solutions de paiement en magasin, etc. Et derrière une rationalisation, c'est un peu comme les plateformes VOD, c'est l'exemple quand on a préparé cette session, on en parlait. Mais on va avoir, oui, effectivement, on voit bien que sur la livraison notamment, il y a une sorte de compétition à livrer en 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Voilà, il y a tous les jours une startup qui sort en disant moi je livre plus vite, donc il va y avoir des exclusivités. Je vais te demander d'être exclusif à ma super app, mais les fournisseurs, c'est un très bon moment pour être fournisseur de solutions parce que je vais aussi pouvoir dire oui, mais je vais aussi gérer ma scalabilité, c'est-à-dire je vais accepter d'être dans ta super app, je vais peut-être décider de rester seul, je vais peut-être demander une clause de non-exclusivité. Donc c'est un moment très intéressant qui bouge beaucoup. La fintech, le retail tech, c'est vraiment quelque chose qui est très vivant pour les startups en France. On voit qu'il y en a beaucoup de la délégation d'ailleurs, Business France qu'on voit soit à Money, soit à NRF, qui sont comme Cast, dont on parlait de live shopping ou d'autres, qui sont très intéressantes avec ces applications. On voit aussi notamment dans Live, il y a aussi le paiement à table, le pourboire dématérialisé, donc avec la réouverture et la vie d'avant, la vie d'après, des choses qui sont très compatibles clients et qui sont aussi très compatibles business. Donc ça, c'est très intéressant de voir comment tout ça interagit. Aujourd'hui, on est à un moment où le sans contact marche très bien. Le sans contact mobile commence à marcher. On est à 17% d'utilisation chez les testeurs. Ça, c'est des chiffres de carte bancaire. On a 68% des gens qui sont prêts, qui ont déjà utilisé un wallet, et 82% des gens qui sont encore plus prêts à utiliser le paiement mobile, donc toujours tout faire sur mon téléphone, mais en proximité, à distance, et les deux, parce que les gens réfléchissent de moins en moins comme ça, après le Covid. C'est-à-dire ils disent, maintenant je veux être sur mon téléphone, je veux qu'on me conseille quand j'en ai besoin, mais je veux être autonome dans mes actions, quand je veux, où je veux. Et les super apps, elles répondent à ça en fait. Avec peut-être la difficulté qu'il n'y en aura peut-être pas 36, et donc il y aura quand même, est-ce qu'il y a la place pour 1, 2, 3 super apps ou une seule super app? Ça sera peut-être tout l'enjeu qui auront chacune leur star, elles peuvent intégrer, mais elles peuvent développer en propre. Donc c'est un moment très très intéressant.
Donc c'est pas la fin de toutes les différentes solutions des différents acteurs, mais c'est plutôt l'union, les différentes solutions qui sont proposées, aussi vont perdurer, les acteurs traditionnels vont s'innover, vont continuer à exister. Et aussi dans ce monde des super apps, donc vous êtes plutôt la vision 2, 3, 4, peut-être par zone, par pays ou par segment. Est-ce qu'il y aura une super app française alors? Alors, moi, je pense que c'est possible, tout à fait. Alors, maintenant, quel est l'acteur qui va sortir? Il faut pas le dire, je pense. C'est plus la course, je pense. Plusieurs acteurs. Plusieurs acteurs. Mais, voilà. Hormis les problèmes, on va dire, d'identité et, on va dire, voilà, peut-être de privacy qu'on peut retrouver en Chine. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus, sinon on s'arrête au modèle des super apps. Je pense qu'on peut faire aussi des super apps européennes en respectant aussi la RGPD et les libertés individuelles. Donc pour moi, je pense que c'est tout à fait envisageable. Elle viendra peut-être pas forcément du digital, elle peut venir aussi d'un acteur traditionnel. On peut regarder une marque comme Decathlon qui veut évoluer aussi dans une plateforme de service, qu'à un moment donné, ça va s'incarner dans une super app. C'est tout à fait possible. C'est ça. Les enseignes, les grands groupes, elles ont leur épingle à tirer, enfin leur carte à jouer dans ce jeu-là. Et par exemple, pendant le confinement, nous on a lancé un site internet qui recense les solutions qui aident les TPE, PME à se numériser pour pas fermer, justement pour pouvoir continuer à travailler. Aujourd'hui, on en a recensé plus de 270, donc ça s'appelle Action Commerce CB. Et on voit qu'on a un vivier de solutions qui sont intégrables. Et Life que je citais est référencé, mais travaille avec d'autres, intègre d'autres qui sont référencés aussi. Donc il y a ce côté émulsion. Alors après, savoir laquelle sera européenne déjà. Parce qu'il y a soit j'emporte mes partenaires à l'international, soit j'attends peut-être des choses comme un wallet européen avec des grandes banques de travail à l'initiative qui va peut-être aussi dire tiens, on va lancer un wallet, mais peut-être les apps de vie qui vont avec. Enfin, c'est un très beau moment parce que le paiement mobile pour l'instant il n'était pas encore très développé. Et là, donc la super app, elle prenait pas. Là, c'est vraiment un bon moment pour relancer ce sujet-là. Et c'est pas vraiment un risque. En fait, les startups, elles vont pouvoir choisir de prendre ou pas ce risque. Je comprends. Et donc, pour répondre aussi à la question de tout à l'heure, vous pensez qu'ils ont les startups ont des cartes à jouer dans la relation avec pour s'internationaliser dans ces contextes-là et profiter de cette stratégie omniflux qui est en train de se dessiner des acteurs pour se développer à l'étranger et à l'international. Complètement, je pense que ça peut être un très beau levier pour elle, en tout cas de se rendre scalable à un niveau peut-être déjà du territoire, mais aussi européen, complètement. Et les grandes enseignes, elles veulent de moins en moins gérer le back-office, la technique, les problèmes. Elles préfèrent aller vite, déléguer à des tiers qui vont gérer les soucis. On a vu par exemple avec des startups qui vont gérer les établissements de paiement pour d'autres startups qui se lancent dans le paiement. Donc j'ai pas à gérer le côté ACPR, accréditation pour pouvoir travailler en tant qu'établissement bancaire. Je m'appuie sur un tiers et puis quand ça va bien, je réfléchis à devenir moi-même établissement bancaire. Mais au début, je vais passer par un tiers. Donc il y a vraiment des startups qui ont fait leur business là-dessus et on va avoir la même chose sur tout ce qui est back-office et rendre transverse, omniflux un business. Il y a vraiment, je m'appuie sur un tiers. Moi, en tant qu'enseigne, mon SI doit être compatible bien sûr. Donc il y a toujours la DSI. On ne touche pas à la DSI. Toujours. Mais vraiment, on veut se poser le moins de soucis problèmes. On est prêt à payer pour ça, pour accélérer le développement. Et les offreurs de solutions petits, moyens, grands peuvent en profiter. Ouais, c'est un très bon moment. Vous voulez ajouter quelque chose, Elisabeth? Oui, alors on est sur Vivatech, il y a une très belle start-up qui fait parler beaucoup d'elle, qui s'appelle Klarna, donc start-up fintech suédoise, qui n'a pas pu attaquer tout de suite le marché français pour des questions réglementaires, qui est partie aux États-Unis, qui connaît un boom juste extraordinaire sur le marché américain, lié aussi bien sûr à la Covid, et qui réattaque le marché français, qui a un très beau stand d'ailleurs aussi qui est là, et qui veut en tout cas, elle, se positionner comme une prochaine super app. Voilà. Ça promet un beau combat. Merci beaucoup. Merci Romain Maigle, merci Elisabeth Ménon. Merci à vous d'avoir écouté notre séance. Et on se donne rendez-vous donc à Moni-Van-Van dans quelques mois en physique à Amsterdam. Merci. Et après à NRF, bien évidemment, comme tous les ans, pour le grand salon du retail avec donc CB carte bancaire et l'échangeur BNP Paribas. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.